Le ventre toulousain, eh ben, il a faim. Il a énormément faim. Et il a faim de légumes bio, et avec une production qui est rarement locale. De mon point de vue, ce que vous nous avez raconté là au cours de cette journée est en fait extrêmement original. Le minimum, c'est sensibiliser les parties prenantes de la filière et enfin, c'est mettre en relation tous les acteurs dans les filières alimentaires, de la production jusqu'à la transformation. Ça remonte à une dizaine d'années désormais. On était vers 2011-2012 et notre groupement Cocagne sur la Haute-Garonne gérait déjà 2 jardins de cocagne sur le sud du département. On a été interpellé par une entreprise qui avait des terrains à disposition sur le nord de l'agglomération toulousaine et mis en relation avec une collectivité, une mairie, la commune de Gragnac, sur un territoire qu'on ne connaissait pas du tout, sur lequel on n'était jamais intervenu. On a rencontré des gens très ouverts, très intéressés par le concept des jardins de cocagne. Et au fil des mois, on a réussi à construire un projet de 3e jardin de cocagne. Mais cette fois-ci, il n'était plus situé sur le sud, au pied des Pyrénées, comme les 2 précédents. Il était directement au nord-est de la métropole toulousaine. Nous nous étions installés au milieu d'un champ, dans un espace qui était complètement agricole. Et au fil des ans, en fait, cette zone s'était urbanisée. Jusqu'à ce qu'on arrive à un projet de la création d'un lycée de 1800 élèves et qui se trouvait tout simplement en face de notre jardin. L'arrivée de ce lycée, outre le fait qu'il a changé notre paysage et nos perspectives, il a surtout mis très rapidement au goût du jour la question de l'approvisionnement de la cuisine centrale de ce lycée. Et donc, à travers cette traduction concrète d'un bâtiment et de 1800 mangeurs qui allaient arriver dans les mois et les années à venir, et puis des sollicitations politiques et des citoyens autour de nous, eh bien, on s'est dit que c'était probablement une voie pour donner une 2e dimension à ce jardin du Giroux, qui jusqu'alors était dans la forme traditionnelle d'un jardin de cocagne. Cette dynamique dans laquelle on a souhaité s'installer, on l'a traduite par une étude action, sur lequel on a mobilisé un ensemble d'institutions, de partenaires, d'agriculteurs voisins pendant 18 mois. Donc ça a été quand même un travail de recensement, de rencontres, qui a généré du projet. Et au-delà du projet, ce que je qualifierais de pratique de coopération. Donc là, c'est le labo de transfo, donc vous êtes passé par le SAS. Tout cet espace-là de stockage sec et chambre froide sont dédiés à l'activité de transformation, pour respecter la marche en avant, les systèmes de désinfection, etc. Donc ici, sous la hotte, il y aura donc une marmite double fond, un four vapeur. En termes de projet, ça a donné lieu à des éléments concrets. On avait 3 axes relevés par l'étude d'action, 3 axes de besoins sur le territoire. C'était un axe de production à grande échelle et à travers cette production de qualification de nouveaux agriculteurs, les agriculteurs de demain, un axe de commercialisation, de logistique, de médiation entre les demandeurs de produits bio et locaux et puis les offreurs. Et puis un axe qui nous est vraiment apparu fort dans la partie de l'étude, c'était qu'il fallait du liant pour faire fonctionner tout ça. Et le liant, ça passait notamment par de l'animation permanente. Donc un 3e axe que je qualifie de pédagogique, qui était peut-être moins demandé, on va dire, mais qui nous est, nous, apparu complètement indispensable pour faire fonctionner l'ensemble. À partir de cette étape de rendu d'études d'action, les jardins de cocagne en Haute-Garonne ont généré 2 nouveaux sites de production sur le nord toulousain, donc un sur lequel nous nous situons aujourd'hui sur la commune de Fenouillet, en partenariat très étroit avec la commune qu'on appelle Jardin du Ricotier. Nous avons hérité en mars 2020 de cet outil de serre, qui était une simple coquille vide, sans plan de gestion, sans équipement technique. Donc on a eu beaucoup à faire. Une surface de 5000 m² de serre et de 3 hectares et demi de culture de plein champ, ça ne marche pas avec un seul maraîcher.
Et puis on ne se décrète pas maraîcher. Et donc on a voulu vraiment s'entourer de professionnels. On a eu la chance de rencontrer Laurent Durieux et donc on est parti avec Cocagne-en-Garonne. C'est un projet très intéressant, ça aborde à la fois le volet social mais aussi le volet économie locale et économie agricole. L'idée au départ c'était uniquement d'approvisionner la restauration municipale qui prépare environ 500 repas par jour. Et on a aussi commencé à distribuer des paniers solidaires avec le CCAS. C'est lancé maintenant et ça ne demande qu'à se développer parce qu'on a 80 hectares de terrain agricole propriété communale. Donc on peut faire un très beau, un très grand projet. Donc ce projet-là nous tient vraiment à cœur. Et puis au-delà de ça, tout le volet animation, ce troisième axe qui nous était apparu fondamental, les 5 communautés de communes du pays tolosan avaient réussi à s'en emparer en voyant à quel point ils répondaient aux enjeux de leurs citoyens, aux enjeux des élus, et à quel point ils pouvaient jouer un rôle pour maintenir cette animation permanente à travers ce que l'État avait qualifié de PAT, Programme alimentaire territorial. Et ce PAT Pays Tolosan, il a pu naître à travers finalement cette dynamique qu'avait instaurée l'étude Action et une sorte de prise de relais à l'échelle de ces 5 communautés de communes. Voilà, et donc de ce fait, à travers ces 3 axes, à travers cette prise de relais par le PAT Pays Tolosan et le PETR, les 5 communautés de communes qui le portent, on a très vite finalement identifié que ce qu'on était en train de construire, pas consciemment mais indirectement, c'était proche de ce que nos collègues du Nord, dans la région d'Audruic, avaient qualifié d'écopole alimentaire. Cet écopole alimentaire, il correspondait peu ou prou à ce que je viens de vous définir, c'est-à-dire un système territorial de coopération renforcée autour des enjeux alimentaires, autour du mieux manger pour tous, et avec cette préoccupation permanente que ça passe aussi par de la professionnalisation, du développement de compétences, des mangeurs et des producteurs, et tout un dispositif d'animation permanente. Une des actions qu'on a souhaité organiser il y a seulement quelques semaines pour marquer un petit peu le point d'orgue, on va dire, de cette dynamique collective Cocagne autour des écopoles alimentaires, c'est une journée sur les jardins du Bac-Hérou, à Villemur-sur-Tarn, donc au nord du département de la Haute-Garonne. Et cette journée a regroupé différents collègues Cocagne qui étaient dans ces dynamiques d'écopoles et nos partenaires de l'écopole alimentaire du Nord toulousain qui ont pu à la fois témoigner de leur engagement, montrer que justement ils étaient devenus des partenaires à part entière pour s'imprégner, prendre des idées et relancer, puisqu'il s'agit d'une relance perpétuelle, ces logiques de dynamique de coopération. Je me rappelle, Moyen humain nouveau pour Cocagne de Garonne, soutien institutionnel récent. on a essayé de voir via l'étude Action, de voir comment on pouvait mettre en place des actions concrètes, palpables, pour la restauration hors domicile, pour la diversification des protéines et surtout une réduction du gaspillage alimentaire. On a des petits seaux à table pour expliquer aux plus petits, donc de maternelle, commencer à les inciter à trier. C'est une façon aussi d'apaiser les enfants quand ils sont à la restauration. C'est souvent le brouhaha, c'est normal, les enfants ils s'agitent un peu à la restauration. Et là, du fait qu'il y a un objectif, ils sont un peu plus à l'écoute. Les enfants, vous savez, ils rentrent chez eux, ils disent aux parents, ils racontent leur journée. Donc ils disent ouais, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. Et s'ils voient le parent jeter quelque chose pas au bon endroit, ils lui disent ah non, c'est pas là qu'il faut le mettre, c'est ici. C'est comme ça que ça. Voilà. Alors c'est un travail de longue haleine évidemment, ça se fait pas comme ça. Mais ouais, le résultat est toujours positif. Donc, le retour à des produits frais dans les restaurants scolaires, ça entraîne une nouvelle procédure, un nouveau process de transformation et de préparation de ces repas.
Voilà, donc on est à la restauration scolaire de Castelnau-d'Estrétefond. Ça fait 10 ans maintenant aujourd'hui que j'ai pris mon poste de responsable de la restauration scolaire. On lutte pour le bien manger des enfants et il ne faut pas oublier une chose, c'est que les enfants sont les consommateurs de demain. Et la chance qu'on a, c'est de les faire manger tout petits pour bien les éduquer dès petits. Et ensuite, ils prendront leur envol à 11 ans et après aux autres à bien faire leur travail et continuer ce qu'on a mis en place. C'est un délice. Quand je dis que c'est délicieux, pour moi, c'est comme la meilleure nourriture de la vie. Nous utilisons 100% de viande et de volaille fraîche et locale. Nous sommes labellisés EcoCert depuis 2016. Du coup, aujourd'hui, on travaille et on consomme 35% de produits bio, dont dans ces 35%, 50% de produits bio locaux. Et aussi, on prend le temps de discuter avec les enfants en salle pour mieux les comprendre et pour les informer. Moi, j'aime pas les légumes. Et là, quand il nous fait des légumes, je mange tout tellement c'est bon en fait. Bon appétit. Merci. Un des points importants aussi pour nous, c'est de payer nos agriculteurs au juste prix. Et pour cela, en fait, nous avons augmenté les critères qualité dans les marchés publics, ce qui permet de payer les agriculteurs à un prix juste pour éviter justement tout ce qu'on entend des agriculteurs pas contents dans toute l'agriculture aujourd'hui. Jusqu'à présent, nous travaillons essentiellement avec effectivement la communauté de communes qui dispose d'un espace test, une couveuse maraîchère. Donc on a des liens très étroits avec eux puisque effectivement une partie de leur couvée est issue des porteurs de projets que nous avons au sein du CFPPA. Et puis maintenant on travaille aussi effectivement avec les jardins pour voir comment effectivement on pourra davantage installer de jeunes maraîchers sur notre territoire. Ce qu'on avait pu constater, c'est qu'effectivement, la demande des stagiaires, elle est essentiellement sur de la mise en œuvre de maraîchage en petite surface. Et pour autant, ce qu'on constate aussi, c'est que le ventre toulousain, il a faim. Il a énormément faim. Et il a faim de légumes bio, essentiellement aussi, et avec une production qui est rarement locale. Donc, Terre de Liens, en l'occurrence, c'est un mouvement citoyen dont l'objectif est de développer l'agriculture biologique et de développer l'emploi en agriculture. Donc d'arrêter, puisque nous sommes toujours dans une spirale de diminution du nombre d'actifs agricoles. On parle aussi bien des exploitants agricoles, chefs d'exploitation, que des salariés agricoles. Terre de Liens partage avec un certain nombre d'acteurs la conviction qu'on ne fera pas d'agriculture de qualité et qui sera en capacité de relever le challenge de l'adaptation au changement climatique si on diminue le nombre d'actifs agricoles. Nous, en fait, le Centième Singe, on est tiers-lieu nourricier qui intègre un dispositif de test d'activité agricole dans son fonctionnement. L'objectif pour nous, c'est de démultiplier les installations viables et sécuriser les parcours d'installation dans le sens où les porteurs de projets, ce qu'on va chercher à mettre en place, c'est leur permettre de tester en grandeur nature leur projet professionnel sans prise de risque économique. Donc là, il y a l'expérimentation qui est en cours sur les jardins du Giroux. On a Camille en test d'activité, ça se passe plutôt bien. Moi je suis pas fils d'agriculteur donc j'ai pas accès à de la terre. Ça me permet de pouvoir mettre en place des itinéraires de culture, tester des idées qu'on avait ou pas, voir si ça fonctionne ou pas, faire des ratés. Le but, c'est de permettre à des gens de s'installer, se tester en fait pendant 3 ans, savoir s'ils sont motivés ou s'ils ont la volonté, parce que on le sait maintenant, c'est compliqué de s'installer en agriculture. C'est beaucoup de travail. Donc pendant 3 ans, ils se testent, ils voient si l'activité économique elle marche, et après ils peuvent voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et pendant ces 3 années-là, c'est quelque chose de gratuit, donc il y a plein de charges qu'ils n'ont pas, mais ils peuvent au moins se tester et savoir si c'est ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Il y a une association qui porte le projet, le Centième Singe. Pour l'instant, je suis en contrat avec eux. C'est un contrat d'appui au projet d'entreprise. C'est comme le concept d'une couveuse. Ça fait que moi, j'ai toujours la chance de percevoir mon chômage là, pendant cette première activité de test. Tant que je ne me rémunère pas avec mon activité ici, je continue à percevoir mon chômage.
Ça permet d'avoir une petite marche intermédiaire entre deux grosses marches quand on veut s'installer en fait. Voilà. Ils n'ont pas de transfert de savoir-faire de la famille, ils ont le frein de l'investissement initial, ils n'ont pas forcément de capital à investir et ils ont des grosses difficultés d'accès au foncier. Donc là, l'enjeu du test d'activité, ce sur quoi il va travailler, ce sur quoi nous travaillons, c'est lever ces freins-là. C'est-à-dire que la personne, du coup, là, elle a à disposition la terre, les moyens de production pour pouvoir produire grandeur nature, expérimenter l'ensemble des compétences métiers, développer ses réseaux de commercialisation sans l'épée de Damoclès des investissements. Et c'est les conditions qui sont permises sur les sites des jardins de Cocagne. Moi ici je bénéficie et du support technique et des conseils des maraîchers et du support d'infrastructure. Donc ça me permet aussi de voir quels sont les moyens matériels immanquables, quoi. Une chambre froide, il y a d'autres espaces tests où ils n'en ont pas. Je sais que pour moi, la chambre froide, ça va être immanquable pour mon activité. Le tracteur, ça va être, là je bosse au motoculteur, avoir un tracteur, je pense que ça serait immanquable aussi. Voilà, ça permet de consolider le projet et l'année prochaine, quand je vais aller voir un banquier, j'aurai un an de comptabilité aussi, parce que via le portage de projet, j'ai une comptabilité agréée par un expert comptable. Je ne serai plus vraiment porteur de projet, je serai un agriculteur en transition. Donc non, c'est top, c'est top. Ça marche. Ça marche. On aurait pu s'attendre, mais il y a plein d'autres histoires comme ça qui s'arrêtent là, à ce que le projet s'arrête juste à l'inscription du jardin dans la réponse à l'enjeu de la fourniture de légumes pour la restauration collective. Et on aurait eu un projet qui se serait inscrit dans une démarche très classique de chaîne de valeur où le jardin aurait pris sa part dans la production par exemple, et puis il y aurait eu d'autres acteurs en charge de la logistique, en charge de la distribution, et puis au final un client final avec les lycées et les collèges, tout ça dans un rapport très classique de client-fournisseur en réalité, et dans un rapport de force en fait, qui en général se termine plutôt sur le registre financier, donc le rapport de force s'installe sur le prix des légumes vendus. C'est pas ce qui se passe ici, et je pense qu'il faut qu'on souligne la différence qu'il y a entre ce qui est en train de se mettre en place et ce modèle archi-classique que je viens juste de décrire très rapidement. La grande originalité, c'est le fait d'accepter de prendre en charge en même temps tout un tas d'autres enjeux que simplement, entre guillemets, le fait de répondre à la nécessité de fournir la restauration collective en légumes et en légumes bio. Par exemple, on vient de le voir là à travers la question de l'accessibilité. Ce projet se soucie de la question de l'accessibilité et de l'accessibilité dans ses différentes facettes. C'est-à-dire pas uniquement de l'accessibilité financière, comment on fournit des paniers de légumes à des gens qui ont des revenus très faibles, mais aussi de l'accessibilité géographique. Donc j'ai entendu parler de points de vente, de points de distribution. Donc on se pose la question de comment finalement les gens vont avoir physiquement accès à ces paniers. Et aussi de l'accessibilité, j'appellerais ça culturelle. Je ne sais pas si c'est tout à fait le bon mot, mais en tout cas d'une façon de s'approprier une capacité à cuisiner ces légumes, à les découvrir, à savoir quoi en faire, à les rendre bons aussi, parce que des blettes, ça peut ne pas être très bon. Donc il y a un savoir-faire. Mais laissez les blettes tranquilles, c'est vous. Je n'ai pas le temps, mais on pourrait parler des panais, par exemple. Ah, oui.